Et si les endroits les plus sombres de France n'étaient pas ceux que l'on cache, mais ceux que l'on visite en famille? Hello les curieux, ici Alguil. La France est l'un des pays les plus visités au monde. Châteaux, forêts, villages, monuments. Un territoire que l'on croit connaître, balisé, expliqué. Pourtant derrière cette carte familière, il existe une autre France. Une France faite de lieux maudits, de zones d'ombre et de mémoires qui refusent de disparaître. Des sites touristiques aux légendes bien connues, des bâtiments abandonnés, figés par la tragédie. Et plus profondément encore, des endroits dont les archives se ferment et dont on parle rarement à voix haute. Cet iceberg sera probablement le plus long que j'ai fait sur la chaîne. Il rassemble 50 lieux maudits et zones d'ombre réparties sur tout le territoire français, classés non pas par peur ou par intensité, mais par degré de visibilité. À la surface des lieux célèbres, documentés, presque rassurants. En descendant, des territoires marqués par la mort, le traumatisme et l'oubli. Jusqu'aux profondeurs, là où les faits se fragmentent, où les témoignages se contredisent et où certaines questions restent sans réponse. Ici, il ne s'agit pas de prouver ni de convaincre. Il s'agit de comprendre pourquoi ces lieux existent, pourquoi ils concentrent autant de récits et pourquoi, malgré le temps, ils continuent de provoquer un malaise. Nous allons descendre cet iceberg, niveau par niveau, de la surface jusqu'au fond. Le premier niveau de cet iceberg est celui que tout le monde pense connaître. Ce sont des lieux célèbres, ouverts au public, souvent photographiés, parfois même idéalisés. Des sites touristiques, des monuments historiques, des paysages intégrés au patrimoine français. Leur réputation est ancienne, leur légende largement diffusée. Pourtant, si ces endroits figurent ici, ce n'est pas un par hasard, car derrière leur image familière subsistent des récits persistants, des faits troublants ou des zones de malaise difficiles à expliquer. À ce stade, rien de caché, rien de secret, mais déjà quelque chose dérange. La surface de l'iceberg est rassurante, jusqu'au moment où on commence à regarder ces lieux autrement. Sous les rues de Paris existe un autre Paris, un Paris souterrain, invisible, pour la majorité des habitants. Les catacombes sont à l'origine un ossuaire officiel. À la fin du XVIIe siècle, les cimetières parisiens débordent. Pour des raisons sanitaires, des millions d'ossements sont alors déplacés, dans d'anciennes carrières de calcaire, sous la ville. Aujourd'hui, une partie de cet ossuaire est ouverte au public, parfaitement encadrée, balisée, documentée. Mais cette portion ne représente qu'une infime partie du réseau réel. Au-delà du parcours autorisé, s'étend un labyrinthe immense, interdit, dont la cartographie reste incomplète. On y trouve des galeries effondrées, des salles oubliées, des inscriptions anciennes et des traces d'occupations humaines non officielles. Depuis des décennies, ce réseau attire des explorateurs clandestins, appelés cataphiles. Certains y cherchent l'histoire, d'autres l'isolement, et parfois des expériences plus marginales. Des rumeurs persistantes évoquent des rituels occultes, des fêtes illégales, et même des disparitions ponctuelles. Si la majorité de ces récits restent invérifiables, le danger, lui, est bien réel. Chaque année, des personnes s'y perdent. Certains ne sont retrouvés qu'après plusieurs jours, d'autres jamais officiellement. Les catacombes rappellent une chose essentielle. Même dans une ville entièrement cartographiée, il existe encore des espaces que l'on ne maîtrise pas totalement, et ce n'est que le sommet de l'iceberg. Le Mont Saint-Michel est l'un des monuments les plus emblématiques de France. Dressé entre ciel et mer, il attire chaque année des millions de visiteurs. Mais bien avant d'être un site touristique, le mont était un lieu de pèlerinage, un espace perçu comme une frontière entre la terre et l'océan, entre le monde des hommes et le sacré. Pendant des siècles, l'accès au mont a été dangereux. La baie est réputée pour ses marées, parmi les plus rapides d'Europe, mais aussi pour ses sables mouvants, capables d'engloutir un homme en quelques minutes. De nombreux récits évoquent des pèlerins désorientés par le brouillard, des voyageurs disparus, sans laisser de traces, et des moines retrouvés morts, après s'être aventurés seuls dans la baie. Certaines légendes parlent de voix portées par le vent, de silhouettes aperçues à la tombée de la nuit, ou de l'impression persistante d'être observés lors de la traversée. Si ces récits relèvent en grande partie du folklore, le danger, lui, a toujours été bien réel. Le Mont Saint-Michel rappelle que certains lieux sacrés doivent aussi leur réputation à une géographie hostile, où la nature impose ses règles, sans concession. Ici, la beauté et la menace ont toujours coexisté. Sur la côte vendéenne, le puits d'enfer est une faille naturelle creusée dans la roche. À chaque tempête, l'océan s'y engouffre avec une violence extrême, projetant l'eau et l'écume à plusieurs mètres de haut.
Et le nom ne doit rien au hasard. Les grondements sourds produits par la mer donnent l'impression que quelque chose respire sous la roche. Un bruit profond, presque organique, qui a nourri l'imaginaire local pendant des générations. Mais le pluie l'enfer n'est pas seulement associé à la puissance de la nature, il est aussi lié à un fait divers ancien. Au début du XXe siècle, une malle contenant un corps est retrouvée rejetée par la mer, non loin de la faille. L'affaire marque durablement les esprits. Le lieu déjà inquiétant devient synonyme de mort et de mystère. Depuis, le site traîne une réputation sinistre. Certains visiteurs évoquent un malaise diffus, une sensation de danger permanent, même par temps calme. Ici, rien de paranormal au sens strict, mais un rappel brutal. Lorsque la nature et la violence humaine se croisent, certains endroits conservent une mémoire difficile à effacer. La forêt de Brocéliande, aujourd'hui identifiée à Pimpon, est l'un des lieux les plus chargés de l'imaginaire français. Elle est indissociable des légendes arthuriennes, de Merlin, de Morgane et des chevaliers de la table ronde. Pourtant, avant d'être un territoire de mythes, Brocéliande est une forêt bien réelle, ancien lieu de culte, espace de rites païens, puis forêt exploitée. Elle a toujours été perçue comme un endroit à part. Le Val sans retour, un des lieux à Brocéliande en particulier, est associé à des récits de trahison, de châtiment et d'enfermement. Un lieu où, selon la légende, ceux qui s'égarent ne reviennent pas indemnes. Le tombeau de Merlin, quant à lui, attire depuis des siècles, curieux et croyants. Certains y déposent encore des offrandes, d'autres parlent d'un sentiment d'oppression ou d'un silence anormal autour du site. Aujourd'hui encore, des visiteurs évoquent une désorientation inhabituelle, une impression de perte de repères, comme si la forêt refusait parfois de se laisser traverser. Brocéliande rappelle que certaines légendes ne naissent pas par hasard. Elles s'ancrent souvent dans les lieux où l'atmosphère précède le récit. Ici, le mythe n'a jamais complètement quitté la forêt. Dans le Cantal, le château d'Anjony domine la vallée depuis le XVe siècle. Forteresse austère, presque intacte, il est encore aujourd'hui habité par la même famille depuis plusieurs générations. Mais derrière cette continuité historique se cache une légende persistante, celle de la Dame Blanche d'Anjony. Selon les récits locaux, une femme aurait été assassinée dans le château au cours d'un conflit familial. Depuis son apparition serait signalée, à la nuit tombée, vêtue de blanc, arpentant certaines pièces ou les remparts. Certains visiteurs évoquent des sensations étranges, des courants d'air soudains, une impression de présence, ou un profond malaise dans certaines salles. Bien sûr, aucun fait tangible ne permet de confirmer ces témoignages, mais la constance des récits, transmis depuis des siècles, intrigue. Le château d'Anjony illustre parfaitement ce premier niveau de l'iceberg, un lieu historique, ouvert, documenté, où le passé semble parfois refuser de rester silencieux. Le cimetière du Père-Lachaise est l'un des plus célèbres au monde, un lieu de recueillement, mais aussi de tourisme, où reposent des milliers de figures historiques, artistiques et politiques. Je me rappelle que j'y étais allé à l'époque. Je me souviens évidemment de tous ces guides à l'entrée qui essaient de nous vendre leur visite, mais aussi de calme vraiment pesant dans ce cimetière. Depuis le 19e siècle, le site est également associé au spiritisme, séances de contact avec les morts, rites ésotériques, pratiques occultes. Le Père-Lachaise a longtemps été perçu comme un point de passage entre les vivants et les morts. Certaines tombes sont réputées chargées, celles de Scarwide, d'Héloïse et Abélard, ou encore de Victor Noir, attirent encore aujourd'hui des gestes rituels, parfois détournés de leur sens initial. Des visiteurs rapportent des sensations inhabituelles, un silence pesant malgré l'affluence, des impressions de présence, ou une atmosphère différente selon les divisions du cimetière. Rien d'inexplicable au sens strict, mais un lieu où la concentration de morts, de croyances et de projections humaines crée une ambiance singulière. Le Père-Lachaise rappelle que même les lieux les plus fréquentés peuvent conserver une charge symbolique, capable de trouver ceux qui s'y attardent. Le pont du Gard est un chef-d'œuvre de l'ingénierie romaine. Construit au 1er siècle, il permettait d'acheminer l'eau sur plusieurs dizaines de kilomètres jusqu'à la ville de Nîmes. Mais dès le Moyen-Âge, une légende s'installe autour de l'ouvrage. On raconte que la construction aurait été rendue possible grâce à un pacte passé avec le diable. Selon le récit, l'architecte, incapable d'achever l'édifice dans les délais, aurait offert son âme en échange de l'aide nécessaire. Le diable accepta, à une condition. Il réclamerait la première âme qui traverserait le pont. La légende affirme que l'architecte aurait alors trompé le diable en faisant passer un animal avant tout être humain. Ce type de récit est fréquent autour des constructions jugées impossibles pour leur époque. Il traduit moins une croyance littérale qu'un besoin d'expliquer ce qui dépassait les connaissances techniques du moment. Le pont du Gard rappelle
que face à l'ingéniosité humaine, l'imaginaire a souvent convoqué le surnaturel pour combler ce qu'il ne comprenait pas encore. Au large de la pointe du Raz, le phare de Thévenec se dresse sur un îlot battu par les vents et les courants, un endroit magique en Bretagne. Mis en service à la fin du XIXe siècle, il devait sécuriser l'une des zones maritimes les plus dangereuses de Bretagne. Très vite, le phare acquit une réputation singulière. Aucun gardien ne parvient à y rester durablement. Certains parlent de cris, d'autres de coups frappés contre les murs, d'une présence invisible qui rend la vie sur place insupportable. Plusieurs gardiens sombrent dans la détresse psychologique, d'autres demandent leur mutation, après quelques semaines seulement. Le phare finit par être automatisé, abandonné à la présence humaine permanente. Si l'explication rationnelle existe, isolement extrême, conditions climatiques violentes, stress permanent, la constance des témoignages intrigue encore aujourd'hui. Thévenec incarne parfaitement la frontière entre réalité et légende, un lieu où la solitude, la mer et l'enfermement ont suffi à créer l'un des phares les plus redoutés de France. En Bretagne encore, les alignements de Carnac s'étendent sur plusieurs kilomètres. Des milliers de menhirs dressés, disposés selon une organisation qui interroge encore les chercheurs. Leur origine remonte à plus de 6000 ans, une époque où ni l'écriture ni les outils modernes n'existaient. Pourtant, ces pierres ont été extraites, transportées et alignées avec une précision remarquable. Très tôt, les alignements ont suscité des légendes. L'une des plus connues évoque une armée romaine pétrifiée sur place. D'autres parlent de forces invisibles circulant entre les pierres, d'énergie tellurique, ressentie par certains visiteurs. Si l'archéologue privilégie les fonctions rituelles ou symboliques, le mystère demeure quant à leur usage exact. Aujourd'hui encore, le site provoque fascination et malaise. Le silence, la répétition des formes et l'impression d'être observé par ces pierres immobiles créent une atmosphère singulière. Carnac rappelle que certaines œuvres humaines, trop anciennes pour être pleinement comprises, continuent de projeter leur ombre dans le présent. La cité de Carcassonne domine la vallée de l'Aude depuis plus de 2000 ans. Forteresse médiévale emblématique, elle est aujourd'hui un symbole du patrimoine français. Mais derrière ces remparts restaurés se cache une histoire marquée par la violence. Sièges, massacres, famine. Carcassonne a été le théâtre de nombreux conflits, notamment lors de la croisade contre les Cathares. Les oubliettes de la cité alimentent depuis longtemps l'imaginaire collectif, lieu de détention, d'interrogatoire et parfois d'exécution. Elle incarne la face la plus sombre du pouvoir médiéval. Certains visiteurs évoquent une atmosphère lourde dans certaines zones des remparts, une sensation d'oppression, ou un malaise difficile à expliquer malgré l'affluence touristique. Rien d'étonnant lorsque l'on considère la concentration de souffrance humaine que ces pierres ont peut-être absorbée au fil des siècles. Carcassonne conclut ce premier niveau de l'iceberg, des lieux célèbres, accessibles, presque familiers, où l'histoire encore visible n'a pas totalement cessé de hanter les murs. À partir d'ici, on quitte les cartes postales et on commence à descendre au niveau 2. À partir de maintenant, on quitte les lieux de légende pour entrer dans ceux de la mémoire. Ce deuxième niveau de cet iceberg rassemble des endroits bien réels, précisément localisés, marqués non pas par le mythe, mais par des faits. Ici, les drames sont documentés, les archives existent, les noms, les dates, les lieux sont connus. Pourtant, malgré cette réalité historique, quelque chose persiste, une atmosphère lourde, un malaise diffus. Ces lieux ne sont pas forcément associés au paranormal, mais ils concentrent une telle charge émotionnelle qu'ils continuent de provoquer un trouble chez ceux qui les traversent. Villages figés dans le temps, bâtiments abandonnés, sites où la souffrance humaine s'est accumulée, parfois sur de longues périodes. À ce stade de l'iceberg, ce n'est plus l'imaginaire qui dérange, mais la réalité elle-même. Oradour-sur-Glane n'est pas un lieu de légende, c'est un fait. Le 10 juin 1944, ce village de Haute-Vienne est entièrement détruit par une unité de la Waffen-SS. 642 habitants, hommes, femmes et enfants, sont massacrés en quelques heures. Après la guerre, une décision est prise, ne jamais reconstruire le village. Les ruines resteront en état, figées dans le temps, comme un témoignage permanent de la violence absolue. En parcourant Oradour aujourd'hui, tout est encore là. Les maisons éventrées, les vitrines, les rails du tramway, les carcasses de voitures. Rien n'a été scénarisé, rien n'a été réécrit. De nombreux visiteurs évoquent un silence anormal, une atmosphère lourde, presque oppressante, comme si le lieu refusait toute forme de banalité. J'ai connu la même chose au camp du Struthof en Alsace, pour ceux qui connaissent.
un des seuls camps de concentration en France. Ici, évidemment, il n'est pas question de paranormal, mais d'une mémoire collective si intense qu'elle transforme l'espace lui-même. Oradour-sur-Glane rappelle que certains endroits ne sont pas hantés par des fantômes, mais par l'histoire. À Gambé, dans les Yvelines, se trouve un pavillon en apparence ordinaire. Pourtant, ce lieu est associé à l'une des affaires criminelles les plus marquantes du début du XXe siècle. Entre 1915 et 1919, Henri-Désiré Landru attire plusieurs femmes seules en leur promettant le mariage. Aucune d'entre elles ne sera jamais revue. L'enquête révèle que certaines victimes auraient été assassinées puis incinérées dans la cuisinière du pavillon de Gambé. Une hypothèse glaçante appuyée par la découverte d'ossements et d'objets personnels. Le lieu devient alors le symbole d'un crime invisible. Pas de corps identifié, pas de scène de violence spectaculaire, seulement des absences. Aujourd'hui encore, la maison suscite un malaise particulier. Les visiteurs parlent d'une sensation d'étouffement, d'un silence pesant, comme si les murs conservaient la trace de ce qui s'est déroulé. Ici, aucun mystère surnaturel, mais une réalité bien plus dérangeante, celle d'une violence méthodique, dissimulée derrière une façade banale. La maison de Landru rappelle que certains lieux deviennent maudits, non pas par des légendes, mais par des actes humains qu'ils ont malheureusement abrités. Dans le Val d'Oise, sur les hauteurs du Vexin, se dressent les ruines massives du sanatorium d'Aincourt. Construit dans les années 1930, il était destiné à accueillir des centaines de malades atteints de tuberculose, à une époque où les traitements étaient limités. Pendant des décennies, des patients y ont été isolés, parfois pendant des mois, voire des années. Le sanatorium était un lieu d'attente, d'espoir pour certains, de fin annoncée pour d'autres. Après la Seconde Guerre mondiale, le site change de fonction, puis finit par être progressivement abandonné. Les bâtiments se dégradent, les couloirs se vident, et la nature reprend ses droits. Aujourd'hui, le sanatorium d'Aincourt est devenu un haut lieu de l'urbex. Ceux qui y s'aventurent parlent d'une atmosphère pesante, de longues salles silencieuses, et de l'impression persistante que le lieu n'a jamais été déserté. Là encore, aucun phénomène inexpliqué n'est nécessaire. L'isolement, la souffrance, la maladie et la mort ont suffi à marquer durablement l'endroit. Le sanatorium rappelle que certains bâtiments conservent dans leur architecture même la mémoire de ceux qui y ont attendu et parfois y sont restés. D'ailleurs, l'excellent film Le Night Shot a été filmé intégralement dans ce sanatorium. C'est un très bon film en found footage que je vous invite à regarder. En 1901, deux femmes, Charlotte Anne Moberly et Éléonore Jourdain, visitent les jardins du Petit Trianon à Versailles. Ce qu'elles rapporteront par la suite va profondément troubler leur époque. Les deux femmes affirment s'être soudain senties désorientées. Le paysage aurait changé, les couleurs se seraient atténuées, les personnes croisées portaient des vêtements d'un autre temps. Elles décrivent une atmosphère lourde, irréelle, et disent avoir aperçu une femme dessinant, qu'elles identifieront plus tard comme Marie-Antoinette. Des années après les faits, elles publient leurs témoignages. L'affaire devient célèbre sous le nom de l'affaire du Trianon. Certains y voient une hallucination partagée, d'autres une reconstruction mentale influencée par la connaissance des lieux. Pourtant, plusieurs détails décrits par les deux femmes correspondent à des éléments historiques qui n'étaient pas encore connus du grand public à l'époque. Aucune preuve ne permet de conclure à un phénomène paranormal. Mais l'affaire demeure l'un des récits de glissement temporel les plus documentés d'Europe. Le Trianon rappelle que même les lieux les plus prestigieux peuvent parfois devenir le théâtre d'expériences déstabilisantes. Le château de Brissac, le plus haut château de France. Une résidence imposante, encore habitée, au cœur du Maine-et-Loire. Derrière cette façade majestueuse se cache une histoire violente. Au XVe siècle, Charlotte de Brézé est assassinée dans sa chambre, surprise avec son amant par son mari, qui les fait tous deux exécuter. Depuis, le château est associé à une apparition récurrente, celle de la Dame Verte, une silhouette féminine au visage déformé, aperçue dans certaines parties du bâtiment. Des visiteurs et des membres du personnel évoquent des bruits inexpliqués, des portes qui claquent ou une présence ressentie dans la tour sud. Comme souvent, aucune preuve tangible ne vient confirmer ces témoignages, mais leur régularité, sur plusieurs générations, interroge. Le château de Brissac illustre parfaitement la frontière de ce niveau de l'iceberg, un lieu historique, vivant, documenté, où un crime ancien continue d'alimenter un malaise persistant. La forêt de Compiègne est l'une des plus vastes forêts domaniales de France, un lieu de promenade aujourd'hui paisible mais chargé d'une histoire dense. Depuis le Moyen-Âge, cette forêt est associée aux récits de chasse fantomatiques, des cavaliers aperçus au crépuscule, des corps résonnant sans source identifiable et des silhouettes disparaissant entre les arbres. La forêt est aussi marquée par l'histoire contemporaine. C'est ici qu'est signé l'armistice de 1918, puis celui de 1940, deux moments charnières porteurs d'une charge symbolique extrême. Certains promeneurs évoquent une sensation de désorientation, des carrefours qui semblent identiques,
et l'impression de tourner en rond malgré les repères. Rien d'inexpliqué sur le plan rationnel, mais une accumulation de récits, de symboles et de mémoires qui confèrent à la forêt une atmosphère singulière. La forêt de Compiègne rappelle que certains paysages portent en eux bien plus que des arbres. Ils conservent l'écho des événements qui y sont inscrits. Sur les quais de la Seine, la conciergerie est aujourd'hui un monument historique. Mais pendant la Révolution française, elle fut l'un des lieux les plus redoutés de Paris. Transformée en prison, elle devient l'antichambre de la mort. Des milliers de détenus y sont enfermés, jugés sommairement, puis conduits vers la guillotine. Parmi eux, Marie-Antoinette, détenue dans une cellule austère, devenue l'un des symboles les plus forts de la terreur. Les conditions de détention étaient extrêmes. Promiscuité, insalubrité, attente permanente de l'exécution. Ici, on ne purgeait pas une peine, on attendait une sentence. Aujourd'hui, des visiteurs évoquent une atmosphère pesante dans certaines salles, un froid persistant, et un silence qui contraste avec l'agitation extérieure de la ville. Là encore, aucune manifestation surnaturelle avérée, mais une charge émotionnelle telle qu'elle semble imprégner les murs eux-mêmes. Certains bâtiments ne sont pas hantés par des esprits, mais par l'attente, la peur et la certitude de mourir. À Rochefort, l'hôpital de la Marine est un bâtiment monumental, longtemps au cœur de la médecine navale française. Construit au XVIIe siècle, il accueillait des marins blessés, malades ou mourants, de retour des campagnes lointaines. Pendant des siècles, cet hôpital a vu défiler des milliers d'hommes, marqués par les combats, les épidémies et les conditions extrêmes de la vie en mer. Les maladies tropicales, les amputations, les quarantaines y étaient monnaie courante. Beaucoup n'en sont jamais ressortis. Lorsque l'hôpital est finalement désaffecté, le lieu est laissé à l'abandon. Les salles se vident, les couloirs résonnent, et la mémoire des souffrances passées semble suspendue dans l'air. Des visiteurs parlent d'un malaise diffus, d'une impression d'être observé dans certaines ailes du bâtiment, ou d'une atmosphère lourde, difficile à supporter sur la durée. Aucun mystère surnaturel n'est nécessaire ici. L'hôpital de la Marine est avant tout un lieu saturé de douleurs humaines, accumulées sur plusieurs siècles. Un endroit où la fonction même du lieu a suffi à le changer durablement. Sur les hauteurs de Lyon, le cimetière de Loyasse domine la ville. Moins connu que d'autres nécropoles françaises, il traîne pourtant une réputation singulière. Depuis le XIXe siècle, Loyasse est associé à des pratiques ésotériques et occultes. Certaines tombes, appartenant à des familles influentes ou à des figures controversées, sont devenues des points de ralliement pour des rituels nocturnes. Des symboles gravés, des bougies retrouvées consumées, et des traces de cérémonies discrètes ont été signalées à plusieurs reprises. Des visiteurs évoquent une atmosphère lourde, plus oppressante que dans d'autres cimetières lyonnais, un sentiment d'inconfort, accentué par la topographie du lieu, en terrasse, et par la vue plongeante sur la ville des vivants. Rien ne permet d'affirmer une activité surnaturelle, mais la combinaison entre isolement relatif, pratique marginale et forte charge symbolique contribue à la réputation troublante du site. Le fort de Douaumont est l'un des symboles les plus puissants de la bataille de Verdun. Construit pour protéger la frontière, il devient en 1916 l'un des épicentres d'un affrontement d'une violence extrême. Pendant des mois, le fort change de main, subit des bombardements incessants et se transforme en piège souterrain pour les soldats qui s'y réfugient. L'un des épisodes les plus tragiques survient lorsqu'un incendie se déclare à l'intérieur du fort. Des dizaines de soldats meurent asphyxiés, enfermés dans l'obscurité, sans possibilité de fuite. Aujourd'hui encore, le fort conserve cette atmosphère étouffante, couloirs étroits, plafond bas, silence pesant. Des visiteurs apportent des bruits sourds, des échos inexpliqués, ou la sensation d'une présence dans certaines galeries. Là encore, aucune preuve de phénomène paranormal, mais un lieu profondément marqué par le traumatisme collectif et par l'enfermement vécu par des milliers d'hommes. Le fort de Douaumont conclut ce deuxième niveau de l'iceberg. Ici, ce n'est plus la légende qui trouble, mais les réalités brutes de l'histoire, encore enfermées sous terre. À ce stade de l'iceberg, quelque chose change. Les faits deviennent plus rares, les archives se font plus minces, et les témoignages prennent progressivement le relais. Le troisième niveau rassemble des lieux où l'histoire ne suffit plus à expliquer ce qui est rapporté. Des endroits où les récits s'accumulent, parfois sur plusieurs siècles, sans jamais pouvoir être totalement confirmés, ni totalement écartés. Ici, le folklore se mêle au vécu. Le paranormal s'invite dans les zones bien réelles, bruits inexpliqués, apparitions, disparitions, traditions étranges transmises de génération en génération. Rien n'est prouvé, mais rien n'est isolé non plus. Ce sont des lieux où les témoignages se ressemblent trop pour être totalement ignorés, mais trop fragmentaires pour constituer une certitude. Dans cette zone de pénombre, le doute devient central, et c'est précisément là que commence le véritable malaise. Entrons dans le premier lieu.
Dans les Cévennes et le Massif central, il existe une zone que certains surnomment le triangle de la Burle, un territoire montagneux, isolé, soumis à des conditions météorologiques particulièrement instables. Depuis le milieu du XXe siècle, cette région est associée à un nombre inhabituellement élevé de crashs aériens, avions civils, militaires, appareils de tourisme. Plusieurs se sont écrasés dans un périmètre restreint, parfois dans des circonstances jugées inhabituelles. Officiellement, les explications existent. Brouillard soudain, vent violent, relief difficile à lire, erreur humaine. Pourtant, certains pilotes survivants ont évoqué des instruments devenus soudainement incohérents, des pertes de repères brutales, une sensation de désorientation extrême survenue en quelques secondes. Au fil des années, la zone a nourri un folklore persistant, anomalies magnétiques supposées, et même pour certains, l'idée d'un espace instable. Aucune étude n'a jamais confirmé ces hypothèses, mais la concentration d'accidents sur un territoire aussi précis continue d'interroger. Le triangle de la Burle marque une transition claire dans cet iceberg, un lieu où la rationalité suffit presque, mais pas tout à fait, et où le doute commence réellement à s'installer. Au cœur des Vosges, le trou de l'enfer est une gorge étroite, encaissée, où la lumière peine à pénétrer. Le lieu est connu depuis des siècles pour son acoustique étrange et son atmosphère oppressante. Selon la légende locale, un musicien aurait autrefois accepté de jouer pour un inconnu rencontré sur le chemin. Séduit par la promesse d'une récompense, il aurait suivi jusqu'au fond de la gorge. Là, la musique aurait résonné de façon anormale, amplifiée, déformée, et le musicien n'en serait jamais ressorti. L'inconnu, dit-on, n'était autre que le diable. Bien sûr, ce récit relève du folklore, mais le lieu, lui, est bien réel. Les parois abruptes, l'humidité constante et l'écho profond créent une sensation d'enfermement immédiate. Des randonneurs évoquent une impression de malaise soudain, un silence pesant, et parfois des sons difficiles à localiser, comme si l'espace lui-même se refermait. Ici, la légende semble s'être greffée à une géographie hostile, un endroit où le décor naturel suffit à expliquer pourquoi l'imaginaire a convoqué le surnaturel. Le trou de l'enfer illustre parfaitement cette zone de pénombre, là où le mythe naît, d'un lieu qui, par sa seule présence, inspire la crainte. Au cœur de la forêt de Lyon, en Normandie, se dressent les ruines de l'abbaye de Mortemer. Fondée au XIIe siècle, elle fut autrefois un lieu de prière, d'isolement et de souffrance. Avec le temps, l'abbaye est abandonnée, les bâtiments se dégradent, la végétation envahit les pierres, et le site bascule progressivement dans l'oubli. C'est à partir de ce moment que les récits apparaissent. Mortemer est aujourd'hui réputée comme l'une des abbayes les plus hantées de France. Plusieurs figures reviennent régulièrement dans les témoignages. Une dame blanche aperçue près de l'étang, un moine errant dans les ruines, et surtout une présence ressentie dans les anciennes cellules. Des visiteurs évoquent des voix, des pas dans les zones pourtant désertes, et des variations soudaines de température. Aucun enregistrement n'a jamais permis de confirmer ces phénomènes, mais la régularité des récits sur plusieurs décennies intrigue. L'abbaye de Mortemer se situe à la frontière exacte de ce niveau de l'iceberg, un lieu historique bien réel, dont l'abandon progressif semble avoir laissé place à autre chose. Ici, le silence n'est jamais totalement vide. À ce stade de l'iceberg, nous sommes entrés dans une zone instable. Les lieux sont toujours bien réels, les récits existent, mais l'histoire à elle seule ne suffit plus à expliquer ce qui est rapporté. Ce que nous avons traversé jusqu'ici repose sur des témoignages répétés, parfois sur plusieurs siècles, trop cohérents pour être ignorés, trop fragmentaires pour être prouvés. Nous sommes pleinement dans la zone de pénombre, là où le folklore se mêle au vécu, là où le paranormal s'invite dans les lieux ordinaires, et où le doute devient central. Mais cette zone n'est pas terminée, d'autres lieux existent encore, plus isolés, plus silencieux, et parfois plus troublants. La suite de cette zone de pénombre se poursuivra dans la partie 2, et au-delà, la descente continuera. Je vous donne donc rendez-vous dans la partie 2, qui ne sera peut-être pas terminée quand vous regarderez cette vidéo, mais abonnez-vous, likez et commentez. Vous serez alors mis au courant de la mise en ligne de la vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.